Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de sécurité dans le domaine de la santé avec deux invités, Philippe Loudneau. Bonjour Philippe. Bonjour. Et Michel Dubois. Bonjour Michel. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs de No Limit Sécu sont Hervé Chauer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors en préambule, Philippe, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Alors oui, il n'y a aucune difficulté. Donc Philippe Loudneau, j'ai été ce que l'on appelle fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information au niveau du ministère des Solidarités et de la Santé. Et précédemment, j'ai été DSI dans le monde de la santé et RSSI, pour différents hôpitaux. Michel ? Bonjour à tous. Donc Michel Dubois, j'ai été RSSI dans le service santé des armées pendant près de 20 ans, dont 10 ans comme RSSI national du service santé des armées. Alors, la cybersécurité dans les systèmes d'information de santé, qu'est-ce que ça a de particulier ? Alors, au regard de différents secteurs professionnels, ça n'a rien de très particulier. Je pense que la seule grande différence notable, c'est qu'au bout du bout, il y a un patient. Et que le monde de la santé est quand même constitué en France d'un peu plus de 3000 établissements de santé, que l'on compte une soixantaine de RSSI, donc de responsables sécurité des systèmes d'information, donc ce qui est plutôt faible, et puis avec beaucoup de marchés captifs, notamment sur tout ce qui est biomédical, et que malheureusement, en matière de ce que l'on appelle aujourd'hui la cybersécurité, je déteste ce terme-là. Je préfère parler de protection des données et sécurité du numérique. On a toujours cette tendance à voir la sécurité sur la partie informatique de gestion et bureautique et réseau. Et on oublie complètement la partie OT, donc tout ce qui est dispositifs biomédicaux, tout ce qui est dispositifs de gestion de bâtiments, et que malheureusement, par le passé, j'ai quelques exemples de piratage qui ont pu être effectués au travers de dispositifs complètement insoupçonnés, et les gens ont découvert qu'il y avait un pilotage numérique quelque part. Donc le dispositif était associé ou intégré directement du numérique, mais qui offrait des portes d'entrée à n'importe quel pirate. Je rejoins complètement Philippe avec une spécificité quand on parle de cybersécurité, notamment du CIDP. Le monde de la santé résonne différemment du reste du monde. Là où la confidentialité fait un gros focus dans les autres domaines, le monde de la santé va pas mettre en priorité la confidentialité de la donnée. La grosse priorité, ça va être l'intégrité de la donnée et la traçabilité. Donc le I et le P. Il est primordial que le bon dossier de patient soit donné et que ce dossier soit intègre et qu'il soit donné au bon moment. Après, on va voir la disponibilité et en dernier lieu la confidentialité. L'exemple que je donne souvent, c'est que je préfère que quand j'arrive sur le bord de la route, les pompiers aient accès à mon dossier, que ce soit bien le mien et pas celui du voisin. Je me moque un peu de la manière dont ils l'ont eu. Voilà. Ouais, finalement, on peut dire que c'est le gros paradoxe de la donnée de santé, c'est qu'elle doit être confidentielle, mais accessible tout le temps, dans un très grand nombre d'endroits. Tout à fait. Enfin, tu veux aborder le sujet du dossier médical, c'est ça, le DMP ? Non, mais on est vraiment dans cette optique d'abord ce qu'on appelle du besoin d'en connaître. C'est est-ce que n'importe quel personnel hospitalier a besoin de connaître et d'accéder à un dossier médical. Donc Michel parlait de la traçabilité, donc effectivement c'est un point important. J'ai un léger point de désaccord avec Michel, c'est que moi j'aurais mis la disponibilité en deux. Parce qu'avoir des données, c'est bien. Qu'elles soient intègres, c'est particulièrement bien. La traçabilité, à un moment donné, ça rejoint la confidentialité quelque part. On est plus sur de l'analyse après coup. Moi, je préfère que l'on ait mon bon dossier, mais qu'on l'ait tout de suite. Donc
je pense qu'un médecin va regarder quand même la disponibilité dans les priorités. Alors, est-ce qu'il y a d'autres spécificités? Moi, je pense par exemple à la taille des établissements, aux moyens humains et financiers qu'ils ont à leur disposition. Parce que oui, la sécurité, il faut la faire partout, ça se ressemble beaucoup sur les mêmes ordinateurs. Mais il n'y a pas quand même des particularités? Sur les systèmes d'information de santé, en fait, quand on prend un CHU, c'est plusieurs milliers de systèmes d'information différents qui sont tous interconnectés, qui sont quasiment immaîtrisables parce que ils viennent de plusieurs sources. Un porte-avions aussi, hein. Biomédicales. Oui, mais je dirais que le porte-avions. Alors, je vais dire quelque chose qui va fâcher. Et le CAC 40, c'est encore pire? Je sais pas. Honnêtement, le CAC 40, c'est vrai que une entreprise, si elle a un souci sur son système d'information, elle va perdre de l'argent. La criticité du système d'information, ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est qu'on a la moindre souci, c'est une perte de chance sur le patient. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne sur le paradoxe quand même assez énorme qui consiste à garder de la donnée de façon confidentielle tout en faisant en sorte que cette même donnée soit accessible à un très très grand nombre de personnes. Alors, comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? Le Code de la santé publique s'est adapté à cette situation où il faut que la donnée soit accessible quoi qu'il arrive, en définissant la notion d'équipe de soins. Et l'équipe de soins, en fait, elle va couvrir tous les médecins, les personnels soignants, mais aussi les personnels administratifs et le personnel informaticien, qui, de par son métier, doit avoir accès à l'information médicale. Et qui, du coup, par définition, est accès au secret médical. Ce qui fait que l'enjeu, on est bien sur une donnée qui est garantie, intègre et disponible. Et en fait, tout le contrôle va se faire a posteriori. C'est-à-dire, on va contrôler la partie confidentialité de la donnée médicale a posteriori à partir de la traçabilité. C'est pour ça tout à l'heure que je disais qu'elle était extrêmement importante. Et on va faire des contrôles a posteriori en disant qui a accédé à cette information et est-ce que c'était justifié. C'est un énorme travail. Imaginez un hôpital de la taille de la PHP, qui est un regroupement d'hôpitaux, ou d'un gros CHU comme Lille, Marseille, Bordeaux. Gérer les accès de tous les personnels, c'est un travail mais titanesque, vraiment titanesque. Avec en plus des médecins vacataires, des médecins stagiaires, des médecins... Voilà. Donc il y a un roulement de personnel qui est mais vraiment démentiel. Donc c'est très très compliqué à mettre en œuvre. Donc effectivement, le contrôle a posteriori se fait. A priori, les gens essayent de faire au mieux sur les affectations de droits pour accéder à tel ou tel dossier. Il a été mis en place ce que l'on appelle des modes bris de glace, c'est-à-dire que une équipe de soins ou un professionnel de santé qui a besoin d'accéder à une donnée auquel il n'avait pas le droit d'accéder initialement peut schématiquement briser la glace, indiquer pourquoi il prend le contrôle de cette donnée, et de ces informations. Voilà, c'est de la traçabilité, mais on ne pourra le voir qu'après coup. Donc c'est vraiment un exercice très très difficile, mais qu'aujourd'hui les gens savent faire. L'autre difficulté, pour répondre à Hervé tout à l'heure, sur sa question sur les spécificités du monde de la santé, et puis les moyens. Depuis des années, le ministère et particulièrement la direction générale de l'offre de soins publie un observatoire, et il faut voir que sur les crédits de fonctionnement d'un hôpital, quelle que soit sa taille, la moyenne dédiée à l'informatique ou au numérique avoisine depuis quelques années entre 1,8 et 2% du budget de fonctionnement global d'un hôpital. Je vous laisse imaginer la part dédiée à la sécurité. Voilà, je trouve que ce sont des chiffres importants à entendre. Voilà. Donc cet observatoire est tout à fait libre, il est accessible sur Internet, c'est vraiment en toute transparence. L'autre difficulté, c'est qu'effectivement, on a beaucoup de responsables sécurité informatique
Donc ils sont souvent au niveau d'une DSI, mais qui n'ont pas la vision sur le matériel biomédical, sur la gestion centralisée de bâtiments ou gestion technique. Donc autant de points d'entrée en matière numérique. On travaille avec des protocoles. Je pense que tous les protocoles existants sur la Terre seront regroupés dans un hôpital. On retrouve de tout. On retrouve même des vieux protocoles. Il y a une très belle démonstration faite par Charles Blanc-Rollin où lui a découvert le DECnet. Moi, il m'a vieilli de quelques années d'un seul coup d'un seul. Voilà. Oui, les auditeurs peuvent écouter un épisode précédent. Pardon, voilà, tout à fait. Sur un épisode précédent que j'encourage à écouter ou réécouter parce qu'il est vraiment très très bien fait. Nous avons une quantité, ils ont dans le monde de la santé une quantité de fournisseurs, chacun avec son protocole qu'il a travaillé ou ses spécificités qu'il a travaillé. Et c'est pour cela que aujourd'hui le ministère de la Santé, dans son virage numérique en santé, et donc vraiment la période qui a été publiée récemment, donc pour les années 2022-2025, les 2 points de départ, c'est l'interopérabilité et la sécurité. Donc il y a vraiment une prise de conscience que sans interopérabilité déjà, la sécurité va prendre un sacré coup, mais également il faut renforcer la sécurité du numérique et la protection de la donnée. Michel parlait du Code de la santé publique. Quelles sont les autres spécificités que le Code de la santé publique va impliquer en matière de cybersécurité ? Alors aujourd'hui, pas grand-chose, à part l'article. Alors je pense par exemple à la déclaration des incidents, aux choses de ce type. L11-8-2 du Code de la santé publique. Là, c'est une petite fierté. Nous avons réussi à faire intégrer dans un code autre qu'un code de la défense ou une loi numérique, l'obligation aux établissements de santé de remonter leurs incidents. Et depuis depuis novembre 2020, la même obligation est faite aux établissements médico-sociaux. Parce que là aussi, il faut voir que le monde de la santé, c'est un continuum. À un moment donné, malheureusement, tout être humain peut faire un passage en maison pour handicapés. Donc on est sur du médico-social, finira peut-être ses jours dans une EHPAD médico-sociale, va voir du médecin libéral à un moment donné, va voir du laboratoire, va voir à l'hôpital. Et donc, à un moment donné, ce dossier médical et ces données le suivent tout au long de sa vie. Pourquoi on a parlé d'incident et non pas d'attaque ? Parce que sur un hôpital, un problème numérique important qui l'empêcherait de rendre un service sur une de ses spécialités, on est obligé à un moment donné de revoir l'offre de soins sur un territoire. Imaginez, c'est arrivé sur un hôpital qui s'est fait pirater, plus de chaînes de stérilisation. Ce qui veut dire d'ailleurs, c'est qu'on met à mal tout l'hôpital et tous les blocs opératoires. Donc à un moment donné, c'est pouvoir se retourner vers l'agence régionale de santé qui va faire la coordination des soins et dire voilà, la chaîne de stérilisation de tel hôpital est hors d'état, on va faire appel à la chaîne de stérilisation de telle autre structure de proximité et ça permet d'assurer la continuité des soins. Ouais, c'est un bon PRA ça. C'est un bon PRA, mais pour avoir mon PRA, encore faut-il le savoir de façon à pouvoir le déclencher. Alors, beaucoup de personnes parlent d'hygiène informatique ou d'hygiène numérique. On a oublié le deuxième terme qui va avec. Quand on parle d'hygiène, on parle de prophylaxie. Et la prophylaxie, il y a 4 temps. Le premier temps, c'est effectivement l'hygiène. Donc, le patient n'est pas malade, le RSSI est tranquille, donc tout va bien. Le deuxième temps, c'est le patient n'est pas malade. Le RSSI, par contre, il voit sur le terrain, avec ses collègues, etc., qu'il y a un truc qui est pas bon. Le troisième temps, là, l'entreprise où le patient est malade, le RSSI où le médecin fait son job, et puis là, on est vraiment dans du PCA, du PRA. Et le quatrième temps, c'est du soin palliatif ou de l'amputation. Et là également, à un moment donné, si on n'a pas connaissance complète de ces systèmes numériques, on pourrait être amené à cramer de l'énergie et des moyens
pour remonter des systèmes qui, de toute façon, ne pourront jamais remonter. Grosse entreprise française qui en a fait les frais et qui a trouvé des moyens palliatifs en dehors de tout plan ou j'ai tout un bac vendu par des différents prestataires en matière de PCA, PRA, et à un moment donné, il vaut mieux laisser tomber un système d'information et repartir à zéro. Ça coûte nettement moins cher. Là, tu fais référence à des attaques de ransomware, des choses comme ça? Ou en fait, ça coûte moins cher de repartir de zéro que de porter un existant que plus personne ne comprend? Ça peut être du ransomware, ça peut être voire une attaque directe qui compromet complètement un système et on n'arrive pas à trouver le moyen de bloquer. Là, je parle sous le contrôle de Michel, parce qu'on partage ce point de vue-là. Il manque dans le monde de la santé beaucoup et particulièrement dans le monde hospitalier, beaucoup de basiques, notamment sur les réseaux, sur la segmentation de réseaux. On n'a pas encore cette image de bateau à double coque avec des cloisons étanches. C'est à un moment donné, quand il y a une voie d'eau, être capable de pouvoir fermer tout ou partie du bâtiment. Nous devrions avoir la même chose sur les systèmes d'information. C'est pouvoir, à un moment donné, bloquer ou travailler de façon confinée sur tel ou tel système. Ce que disait Michel très justement, c'est que c'est des milliers de systèmes d'information dans un hôpital. C'est pas un système d'information. Mais ce millier de systèmes d'information, aujourd'hui, ils travaillent très souvent sur des réseaux à plat, et on est incapable d'endiguer à un moment donné une invasion. Mais est-ce qu'il y a eu des cas où justement, hors ransomware, un système d'information a été complètement détruit? Tu parlais de piratage, mais il y a eu des entreprises par le passé qui ont fait le choix de rester piratées, sachant que ça n'avait pas d'impact sur leur activité au quotidien, plutôt que de tout reconstruire, parce qu'effectivement c'était trop cher et difficilement faisable. Donc est-ce qu'il y a eu des cas de piratage, d'incendie, etc. qui... Complètement. Alors je pense à un cas notamment, puisqu'il y a eu une grande étude après, qui a été pilotée par la Direction Générale de la Santé et le service pour lequel je travaillais, en coordination avec l'ANSSI. C'est sur la radiothérapie. En 2014, quand j'arrivais dans les ministères sociaux, il y a un centre de radiothérapie qui s'est fait vraiment pirater. Coup de pas de bol. C'était un week-end long, c'était le week-end du 1er mai, week-end de 4 jours. Et quand le lundi matin, ils ont voulu recevoir les premiers patients pour leur traitement en radiothérapie, ils se sont aperçus que toute la base de paramétrage des bases patients avait été effacée. Il n'y avait plus rien. Et du coup, on est obligé, les médecins ont été obligés de remettre certains rendez-vous. Je peux en parler parce que l'information a été publique et puis et le médecin a témoigné, le médecin référent a témoigné. Et quand l'événement est arrivé dans mon bureau, sur mon bureau, j'ai rappelé donc ce centre et pour savoir ce qu'ils avaient fait. Et donc avec leurs prestataires, ils avaient remis en place les sauvegardes. Et là, j'ai eu la malheureuse question, j'ai dit, mais êtes-vous sûr que les sauvegardes sont intègres? Et là, le médecin a compris tout de suite. Parce qu'en radiothérapie, à un moment donné, une erreur de paramétrage ou un report de traitement peut être délétère pour le patient. Et avec le médecin, là, c'était vraiment un travail en étroite collaboration. Il a fallu trouver des protocoles un peu particuliers de façon à vérifier, avec plusieurs vérifications manuelles, que les traitements étaient les bons, de façon à reprendre petit à petit la noria complète de patients en traitement. Est-ce que les professionnels de santé... ils ont compris l'importance qu'avaient les informaticiens et donc la cybersécurité? Oui, donc moi je dirais que oui, les médecins, de manière générale, le personnel de santé a pris conscience et j'ai même eu plusieurs fois à ralentir finalement les médecins en disant mais attendez, non, là vous allez trop loin, on n'a pas besoin d'aller aussi loin dans les mesures de sécurité. Donc il y a une prise de conscience. Je pense que la difficulté, elle est qu'ils ont une prise de conscience qui est centrée sur leur périmètre à eux et qu'ils n'ont pas la vision globale de l'ensemble du système d'information.
En fait, c'est très siloté un hôpital. Hein. Donc l'ingénieur médical va voir son périmètre, le cardiologue va voir son périmètre. Quand j'ai déployé le Wi-Fi dans les hôpitaux, le premier qui est monté au créneau, c'est le cardiologue. Parce qu'il m'a dit, moi, tous mes pacemakers sont sur le 2,4 GHz et vous allez interférer avec le Wi-Fi. Donc il avait bien la vision des choses, il connaissait il avait géré son affaire. La problématique, c'est qu'il va falloir arriver à mettre tout ça en cohérence et arriver à faire intégrer les intérêts des uns et des autres et d'être entendu au bon niveau pour justement mettre en place les différentes barrières dont Philippe parlait tout à l'heure. Et puis, les médecins, enfin, mais comme dans tout secteur, là, maintenant je suis en province et je regarde un petit peu les laissés pour compte de la sécurité numérique, donc des TPE, des PME, des petites collectivités, etc., des petits établissements de santé. Je pense que la grande difficulté, elle vient déjà de la part des experts entre guillemets cyber. Je m'explique. Quand j'étais petit et que j'ai eu mes premiers cours en matière de ce qu'on appelait sécurité des systèmes d'information, le maître mot de mes professeurs, c'était quand même vous êtes là pour indiquer les risques. Ceux qui portent les risques, ce sont les gens des métiers. Et puis petit à petit, ça a complètement été dévoyé. C'est devenu quand on parlait de sécurité et système d'information, c'était un truc de spécialiste. Pas dans mes formations. Oui. Hein. Non, puis Philippe, rassure-moi. Toi, t'as commencé à l'époque de la sécurité informatique. Toi, c'est encore avant, toi, que t'as commencé. Dans les années 80 Hervé, il était à la carte perforée. Mais moi, j'étais... Oui, en tant qu'étudiant, j'étais la dernière année... j'étais l'année qui suivait la dernière année des cartes perforées. Ouais. Mais sinon, pour revenir au sujet, la plupart des informaticiens qui faisaient de la sécurité des systèmes d'information sont devenus hyper techniques. Le sujet a complètement dépassé les métiers et chacun jargonnant. Alors, je peux vous donner un exemple parce que j'ai débarqué avec quelqu'un d'une agence qui s'occupait de systèmes d'information et de sécurité particulièrement. Sur un hôpital où il a parlé de MCO, MCS. Donc pour un informaticien, ça en conditions opérationnelles, maintien en conditions de sécurité, ça nous parle, à nous. Et je l'ai arrêté au bout de 5 minutes. Il était avec le directeur de l'hôpital et puis un chef de service. J'ai dit, il faut changer de langage ou l'expliquer, parce que eux comprennent médecine chirurgie obstétrique et médecin coordinateur du SAMU. Donc, oui, mais on a pareil dans nos limites sécu, quand on utilise des acronymes, on doit les expliquer aux auditeurs. Voilà, mais à un moment donné, c'est bien revenir aux fondamentaux et penser que quand on fait de la sécurité, on le fait pas pour les gens de la SSI. À la limite, je vais grossir le trait, mais faire de la cybersécurité ou de la sécurité numérique, si c'est une fin en soi, ça ne sert à rien. Ça veut dire que les gens sont passés à côté de la plaque. Nous ne sommes là que pour servir les métiers. Ce sont les métiers qui portent les risques et particulièrement dans le monde médical, celui qui porte le risque in fine, c'est le patient. Mais lui, il n'a pas voix au chapitre. Donc, moi j'aime beaucoup le parallèle que fait Cédric Carto avec les pilotes d'avion. Le pilote d'avion, lui, on lui indique les risques et il estime le risque pour 1 à N personnes. Le 1, c'est forcément lui. Oui. Il y a un point pour compléter la question d'Hervé au tout début, c'est la spécificité du monde de la cyber dans le monde de la santé. Donc on a parlé beaucoup de l'hôpital, du monde du médecin, des gens qui se connectent et des difficultés qu'on a à se connecter et à corréler toutes les entités. Il y a 2 autres entrées qui font une différence. La première, c'est le client, entre guillemets, du système d'information de santé, qui est quand même le patient à la base, qui lui, dans beaucoup de cas, va être très très difficile à identifier. Moi, je me souviens aux urgences à Brest, à l'hôpital militaire de Brest, le gars qui nous a amenés par les policiers à 4h du matin avec 5 grammes d'alcool dans le sang, pour décliner son identité, c'est un peu compliqué. Et on ne peut pas garantir la fiabilité de l'identité de la personne, sans compter l'accident de voiture qui arrive et puis qui n'a pas ses papiers sur lui. Et donc, il faut quand même créer un dossier pour cette personne-là. Et après, derrière, alors pour vous donner une idée, ça crée... on va avoir 2 ou 3 dossiers médicaux différents pour la même personne. Et il va falloir qu'il y ait une commission médicale qui se réunisse
pour dire, et encore sans aucune certitude, en fait, c'est très compliqué pour dire ces 3 dossiers-là, c'est la même personne physique et on peut les merger. Donc les enjeux sont énormes là-dessus. Et le deuxième point qui différencie et qui pour moi éclaire pas mal ce qui se passe et la manière dont la cyber est traitée dans les médias, c'est la vision du grand public. Ashley Madison se fait pirater, bon c'est Ashley Madison quoi. Voilà, on fait Sony se fait pirater, ça fait les grands prix des médias, mais ça s'arrête là. Un hôpital qui se fait pirater, là c'est pas la même tambouille et ça réagit différemment, ce qui est logique en soi. Hein. Et on va voir une cristallisation des attaques cyber beaucoup plus importante dans la presse, à mon sens. Peut-être que Philippe n'est pas d'accord, mais que ce qu'on pourrait avoir dans d'autres domaines. Alors, non seulement je suis complètement d'accord, totalement en phase avec ce que tu viens de dire. Alors des problèmes de ce qu'on appelle de doublonnage dont parlait Michel, il y a des thèses complètes écrites par des médecins, écrites par différentes structures, donc ou différentes spécialités, qu'elles soient médicales ou paramédicales, sur le dédoublonnage, comment faire. Donc il y a vraiment des étagères à des kilomètres de thèses là-dessus. Le deuxième sujet sur la cristallisation quand ça arrive dans le monde de la santé, depuis que nous avons la remontée obligatoire des incidents, même si je suis intimement convaincu que tous les incidents ne remontent pas, nous avons des chiffres. Alors même si le thermomètre n'est pas encore tip-top, nous avons un début de thermomètre. Le revers de la médaille, c'est que du coup, beaucoup de journalistes ont annoncé, vous vous rendez compte, il y a augmentation des cyberattaques dans les hôpitaux, etc. Moi aujourd'hui, je suis pas capable de dire. Alors si, oui, il y a une augmentation, très claire. Notamment avec certains événements sanitaires, on peut s'apercevoir que les pirates en profitent. Maintenant, le fait que l'on déclare, voilà, est-ce qu'il y a plus de déclarations parce que les gens travaillent maintenant en confiance, ou est-ce qu'il y a plus d'attaques? Ça, je serais bien incapable de le dire et de le démontrer surtout vraiment. Et dans le même ordre d'idée, est-ce que les hôpitaux comparativement au reste de la société, voilà, est-ce qu'ils sont ciblés? C'est-à-dire que des rançongiciels, il y en a partout. Ben oui, mais on n'a pas de preuve de ça. Voilà, et dans les faits, en fait, ils ont cliqué sur la pièce jointe, voilà, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui clique sur la pièce jointe et ils se sont fait poutrer. Mais je ne pense pas que les hôpitaux soient spécifiquement ciblés par les ransomware. Il y a d'autres papiers qui disent ah oui, mais les assureurs ont tendance à pousser leurs clients à payer la rançon parce qu'au final, ça coûte moins cher à l'assureur pour résoudre le sinistre. Et donc, si ça se trouve, il y a tout un tas de rançongiciels où justement les rançons auraient été payées, alors que dans les hôpitaux, on ne paye pas la rançon. Et c'est aussi pour ça qu'évidemment, l'hôpital fait la une un petit peu plus de l'actualité que la grosse PME qui finalement n'a pas mis les gens au chômage partiel. Alors, il y a un argument que j'aime beaucoup, qui n'est pas le mien. J'aurais bien aimé avoir cette idée. Elle vient de Stéphane Pasquier, qui était un de mes adjoints. Comment un hôpital, qu'il soit privé ou public, qui est soumis à une vérification des comptes, justifie le paiement d'une rançon au niveau comptable? Non, je t'inquiète pas. Ça, tous ceux qui sont soumis à un commissaire aux comptes, ils ont, de toute façon, ça passe par des sous-traitants de l'assureur. Donc, il n'y a aucun problème comptable. Mais c'est un autre sujet. Mais tout le monde n'a pas d'assurance à ce niveau-là. Alors, tu as des prestataires de réponse à incidents qui servent d'intermédiaire. Oui. Un peu compliqué, quand même. C'est adhésion à une association à but non lucratif, mafieuse. Il y a peut-être... Alors là, je m'avance, mais l'État est son propre assureur. Hein, donc, les hôpitaux, ils n'ont pas d'assurance cyber. Hein. Les hôpitaux publics. Oui, ils ont un contrat cadre avec des prestataires de réponse à incidents. Quand ils en ont. Quand ils en ont. Attention, il faut. Parce que je répète les chiffres. Hein, il y a 3042 établissements de santé en France, une soixantaine de RSSI, beaucoup de RSI. Tous les hôpitaux n'ont même pas de DSI. Certains, ce sont juste des boîtes, et pourtant ce sont des CH, des centres hospitaliers. Il n'y a ni DSI ni RSSI. Et c'est un prestataire de service qui est là, et pas forcément du prestataire de taille nationale
Donc, quelquefois, c'est le petit prestataire du coin. Ils sont très intéressants, tes chiffres. Hein. Mais moi, j'ai pas les mêmes. Hein. Ils sont très intéressants, tes chiffres. Hein. Mais moi, faut que je fasse une investigation sur ma base, mais je n'ai pas les mêmes. Hein. Moi, j'ai beaucoup plus de RSSI dans des établissements de santé. Alors, il y en a qui s'appellent RSSI, mais quand je parle de RSSI, c'est capable d'aller vérifier ce qui se fait au niveau technique. Moi, je parle des gens qui se mettent RSSI sur leur carte de visite. Oui, mais pour moi, c'est beaucoup plus des RSI, sécurité informatique. C'est pas la même chose pour moi. Oui, donc ils sont à la DSI. Ils sont très souvent à la DSI, très peu ont accès à la direction, alors pas forcément à la direction générale, mais au moins à la direction de la qualité. Pour moi, ce serait très bien. Et d'ailleurs, dans le plan qui s'appelle Hôpital Numérique, enfin le nouveau qui s'appelle Open, il est demandé à ce que ce qui était demandé déjà dans la politique de sécurité des ministères, que j'avais proposé à l'époque et qui avait été validé, c'est que le RSSI soit, si possible, et dans la mesure du possible, dégagé de la DSI, sachant qu'il faut travailler à proximité, mais il fallait vraiment qu'il soit la pierre angulaire entre la DSI, les moyens généraux et le biomédical, de façon à voir et couvrir tout ce qui est numérique, et qu'il ait accès, de temps en temps, faire un point de situation avec sa direction générale ou la direction qualité, de façon à pouvoir présenter les risques et les moyens d'y remédier. Mais bon, déjà dans les CHU, il n'y a pas un AQSSI, une autorité qualifiée à la SSI au sens de l'État ? Alors, là tu es en train de me chatouiller très sérieusement. Alors déjà, AQSSI, pour moi, ça ne veut rien dire. AQSSI, c'est un truc qui date d'un texte, à la base, c'était 1966, qui était la base de ce qu'on appelle l'IGI 1300, qui traitait le classifié de défense. Oui, qui vient juste d'être mis à jour. Donc des ministères qui traitent et qui créent des systèmes agréés de confidentiel défense, il n'y en a pas des masses. Et quand on discute avec un directeur d'hôpital en lui disant vous êtes autorité qualifiée en SSI, il dit non mais moi je suis pas qualifié en la matière. Et on a enlevé le côté responsable. Et nous en France on parle de RSSI. Le RSSI n'est responsable de rien. Oui, celui qui est vraiment responsable, c'est la fameuse autorité qualifiée. C'est autorité qualifiée pour avoir la responsabilité en matière de SSI. Pour moi, c'est l'autorité responsable. C'est à partir du moment où il y a un personnel qui est juridiquement responsable pour son établissement au regard de la loi, c'est lui qui porte ce risque numérique qui est un risque comme d'autres. Il porte le risque financier, il porte les risques RH, et c'est lui qui part en première ligne s'il y a un problème RH ou financier. Maintenant, il faut voir ce risque numérique, alors qu'il n'est pas nouveau, mais que les gens ont l'impression de découvrir aujourd'hui. Mais là également, parler du risque numérique, non pas en termes de menace, parce que très clairement, moi, par expérience avec les directeurs d'hôpitaux avec qui j'ai échangé, leur parler du méchant chinois ou du coréen du Nord qui peut être particulièrement fourbe dans les attaques, il va nous écouter très poliment, mais au bout de 10 minutes, il a fait le tour du bocal et puis c'est oublié. Parce que des risques, il se lève le matin et il en assume plein. Je n'aime pas cette culture du risque, et particulièrement en France, où pour traiter le risque, il faut éliminer le danger. Non, une véritable analyse de risque, si elle est bien faite, c'est ce qui permet d'en prendre. Quand on prend des sportifs de très haut niveau, ils prennent des risques tous les jours. Mais le risque est calculé, c'est-à-dire qu'ils ont vu et ils ont analysé ce qu'est le risque eux-mêmes pour leur personne. À un moment donné, il faut si on veut commencer à parler avec des directeurs d'hôpitaux ou de petites structures, des gens qui n'ont pas d'appétence pour ce sujet-là, si on commence à leur parler des impacts, là, en revanche, la dynamique est complètement différente. Si je parle d'impact à un directeur d'hôpital, lui, il voit l'arrêt d'une chaîne de stérilisation et l'arrêt de tel service hospitalier, il voit potentiellement le déclenchement d'un plan blanc. Il voit potentiellement aller rendre compte à l'ARS pour redéfinir l'offre de soins sur un territoire. La dynamique est complètement différente que de parler juste des menaces. Alors peut-être avant de conclure, il y a quelques années, on avait déjà fait un épisode sur cette thématique.
Qu'est-ce qui a évolué favorablement depuis ces années, Michel? Moi, je pense qu'il y a une prise en compte. Il y a une prise en compte qui s'est faite. Le FSSI, l'ex-FSSI qui était là au micro, a fait un gros travail là-dessus. Il y a une communauté qui s'est créée au niveau des RSSI qui regroupe aujourd'hui tous les RSSI, des CHU, qui se réunissent régulièrement. J'en ai fait partie pendant des années. Voilà, donc il y a une prise en compte qui est faite. Il y a un gros travail qui a été fait aussi par des entités comme l'APSIS qui font parler, travaillent sur la cybersécurité. Et voilà, aujourd'hui, un directeur d'établissement, contrairement il y a 5-6 ans, il peut pas dire qu'il ne connaît pas et qu'il ne s'est pas posé la question moins une fois de la cybersécurité. Maintenant, ce qui reste toujours au même niveau, c'est la complexité des systèmes et leur prise en compte. On a toujours les mêmes discussions sur comment je fais pour sécuriser la connexion de mon IRM directement sur Internet, sur la plateforme de télémaintenance qui est à Singapour, sans aucun contrôle des données qui circulent. Comment j'intègre les différents clouds à droite et à gauche en garantissant le respect du RGPD. Enfin, voilà, on a des contraintes de ce type-là qui existent toujours. Il y a une autre chose qui a évolué aussi. Je me souviens, on l'avait dit il y a quelques années. Le jour où l'FDA aux États-Unis commencera à dire que les équipements biomédicaux sont dangereux et qu'on les retire de la vente, à ce moment-là, les constructeurs commenceront à prendre en compte la cybersécurité. Et voilà, ça c'est des choses qui sont arrivées depuis, et maintenant les constructeurs vont commencer à réfléchir à 2 fois avant de diffuser un produit parce que y a un risque derrière de se faire retirer son produit s'il n'est pas conforme. Philippe, tu voudrais ajouter quelque chose? Alors dans ce cas changé, si je reprends les premières émissions, je dirais Cédric Carto s'est beaucoup calmé. Non, Cédric Carto a gagné en maturité. A gagné en maturité. Voilà, ça c'est un petit clin d'œil pour Cédric que j'apprécie énormément, qui était vraiment un très très bon copain. Il y a eu quand même beaucoup de choses. Effectivement, il y a d'abord cette déclaration obligatoire des incidents de santé. Il y a la mise en place au niveau du ministère de la délégation du numérique en santé avec Dominique Pont et Laura Le Tourneau, qui ont fait valider la feuille de route numérique en santé. Et effectivement, avec le deuxième objectif, c'est l'interopérabilité et la sécurité. C'est quand même nouveau d'en parler comme cela. Il y a l'agence du numérique en santé, donc qui héberge le CSIRT santé, avec vraiment un réseau de confiance qui s'est créé avec les différents RSSI, avec les laboratoires. Je pense à la Société française d'informatique de laboratoire, qui a fait un énorme travail là également et qui nous a bien aidés. Nous avons réussi à monter, avec la direction générale de la santé, le premier grand exercice cyber avec des hôpitaux, les agences sanitaires. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui bougent. Michel parlait de l'APSIS. Alors j'ai vérifié qui pour moi aujourd'hui est le seul congrès européen à ne traiter que de sécurité dans le monde de la santé. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de sécurité de façon annexe, le congrès est dédié à ça. Donc il y a vraiment beaucoup d'actions qui sont en train de bouger. Tu veux dire qu'il n'y a pas d'équivalent en espagnol, en italien, en allemand entièrement dédié à la sécurité santé, je n'ai pas trouvé. Ah, ça c'est vraiment intéressant, c'est fou ça. Je n'ai pas trouvé. Et puis il y a eu un énorme travail fait également avec le CEA, avec l'ANSSI, avec des hôpitaux, avec pas mal de monde. Et il y a eu un guide de recommandations sorti par l'Agence nationale de sécurité du médicament sur les dispositifs biomédicaux. Maintenant, resterait à faire, et les pistes d'évolution, c'est effectivement, Michel le soulignait, c'est qu'on puisse accompagner les constructeurs et distributeurs de dispositifs biomédicaux de façon à monter leur niveau de sécurité, à faire du maintien en conditions de sécurité leurs dispositifs. Là, il y aurait vraiment quelque chose à faire au niveau européen. Je pense que là, faut pas faire du franco-français, ça ne marchera pas. Mais au niveau européen, intégrer la cybersécurité dans tous les dispositifs. On s'oriente là-dessus pour les véhicules connectés, pourquoi pas sur le biomédical, pourquoi pas sur les gestions de chaufferie aujourd'hui ou d'ascenseurs. Ce serait quand même une belle avancée.
Il y a un autre point où on aurait des améliorations à apporter, à mon sens majeur, c'est la formation. La cybersécurité, c'est un processus, et qui dit processus dit état d'esprit. C'est-à-dire qu'il faut que les gens aient la connaissance de ce qu'est réellement la cybersécurité, l'analyse par le risque, qu'on enlève tous les fantasmes qu'il y a derrière et qu'ils puissent chacun à leur niveau raisonner de façon pragmatique. Et là, ma fille vient de finir ses études d'infirmière, elle n'a pas entendu le mot cybersécurité pendant ces 3 années d'études. Les médecins, c'est pareil. Alors je sais que les écoles de santé, l'école de directeur d'établissement, ils ont une formation puisque c'est Cédric qui l'a fait. Mais voilà, en fait, il faudrait que les personnels soignants, que le personnel administratif, la secrétaire médicale et ainsi de suite aient une formation à la cybersécurité dans sa formation de cursus. Et je dirais, là, je vais peut-être faire bondir Philippe, mais le deuxième point sur lequel il faudrait vraiment se pencher en termes de données de santé, des systèmes d'information de santé, c'est les cabinets médicaux. Et là, ça va être un gros enjeu, parce qu'on a beaucoup parlé de l'hôpital, mais se pencher sur ce qui se passe dans les cabinets médicaux en termes de cybersécurité, de protection de la donnée de santé et ainsi de suite, là, il y a des enjeux majeurs aussi. Alors ça ne me fait pas bondir, parce que je suis intimement convaincu de cette nécessité. Je pense qu'à un moment donné, alors peut-être avant les cabinets médicaux, c'est remettre le patient au centre du débat. Et aujourd'hui, on a des messageries sécurisées de santé pour dialoguer de médecin à médecin, donc de pair à pair. Et on oublie le dialogue singulier entre le médecin et son patient, quand je ne parle que du patient. Et on oublie un autre aspect, c'est famille et accompagnant. Parce que tous les patients ne sont pas forcément en état de comprendre le dialogue avec leur médecin. Et c'est souvent un accompagnant ou la famille qui peut être mise dans la boucle. Mais c'est comment trouver un moyen simple, sécurisé, de façon à favoriser ces échanges. Mais j'ai pas compris, c'est quoi le problème de sécurité? C'est-à-dire si le patient il veut recevoir son dossier, bon bah il veut le recevoir. Enfin, s'il veut que son médecin traitant le reçoive, il suffit de lui envoyer. Enfin, c'est quoi le problème? Mais c'est qu'aujourd'hui, l'envoi se fait par du Gmail ou par des messageries non sécurisées, de façon non sécurisée. Et que le contenu va être exploité à d'autres fins que le traitement médical du patient. Tout à fait. Tout à fait. Et je pense qu'on peut trouver des moyens simples. Et là aussi, je totalement en phase avec ce que dit Michel, c'est sensibiliser les gens, mais là je pense que ça dépasse le monde de la santé. C'est, je crois beaucoup en l'éducation populaire. Si on pouvait arriver on veut former nos jeunes à la programmation ou à l'informatique. Il y a des messages. Si on pouvait les former en parallèle à la sécurité numérique, ce serait pas mal. Il y a des messageries françaises qui sont très bien sécurisées. Enfin, Gmail n'est pas insécurisé. Non. Alors quand je parle de sécurité, on est bien. Effectivement, Gmail est très sécurisé, mais c'est la question de l'accès à la donnée. Voilà. On ne maîtrise plus forcément l'accès à la donnée. Oui, enfin, c'est pas du tout spécial aux échanges de dossiers médicaux entre un spécialiste et un généraliste. Hein. Enfin, c'est un problème de société en général. Ah oui, mais complètement. Mais là, on quand est sur la donnée quand même quand tu regardes, c'est un problème de méconnaissance, en fait. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de formation, de sensibilisation et d'état d'esprit. C'est qu'il y a j'ai un cabinet médical, je suis allé voir sur Orléans dernièrement, un médecin spécialiste du sport, il se penche sur son ordinateur pour prendre rendez-vous, et on avait discuté, et il me dit que je savais que j'avais de la cybersécurité, et il me regarde avec un clin d'œil, il me dit, bon, de toute façon, je fais pas de sécurité, il n'y a pas de mot de passe sur mon truc, de toute façon, l'État rentre dessus, la Sécu rentre dessus, les mutuelles rentrent dessus, donc ça sert à rien que je mette un mot de passe. Et le gars, il est médecin, il est docteur en médecine, donc moi, ça me pose un problème qu'on ait encore ce type de raisonnement aujourd'hui par méconnaissance. Alors, ça te rassurera pas, mais ça marche dans toutes les professions qui ont fait plus 5, plus 7 ou plus 12 ans d'études. Hein. Je veux dire, il y a des grands professeurs de droit qui raisonnent pareil. Voilà, ou des grands artistes. Et particulièrement, alors là, je te rejoins, Hervé. Ça fait des années que j'ai découvert que les professions à ordre, quelles qu'elles soient, sont très légalistes pour les autres, mais certainement pas pour eux-mêmes. Ça me semble une très bonne conclusion. Mais peut-être que vous souhaiteriez ajouter un mot de la fin un petit peu différent. Michel ou Philippe ?
Et en fait, on a décrit pas mal de choses qui peuvent être des problèmes, des difficultés, des choses comme ça, mais c'est un domaine qui est passionnant parce que justement, on travaille pour le patient. Et on travaille dans un monde avec le personnel soignant qui est extraordinaire dans son analyse, dans sa capacité de travail, dans son investissement pour le patient. Et ça a été les 20 plus belles années de ma vie. Philippe, tu voudrais ajouter quelque chose ? J'ai quitté le monde de la santé, donc il n'y a pas très longtemps. C'est avec un gros pincement au cœur, parce que c'est une communauté déjà qui est particulièrement attachante. De très bons échanges avec les associations de patients, avec les associations de professionnels, les différentes sociétés savantes. Les gens ont envie d'avancer. Maintenant, le sujet, comme souvent quand on leur présente un nouveau problème, c'est je prends ce problème par quel côté, par où je commence. Et quand on commence à dire à un directeur d'hôpital ou des directeurs de structure, écoutez, demandez à vos équipes de faire l'inventaire de tout ce qui est numérique. Après, une fois que vous avez cet inventaire, quel est l'état de ce parc numérique ? On a encore des vieilles machines qui traînent, mais c'est juste hallucinant. Maintenant, c'est comment fait-on ? Est-ce qu'on a les moyens de changer ces dispositifs qui tournent avec des systèmes complètement obsolètes, ou est-ce que l'on peut cloisonner ? Voilà. Derrière, c'est trouver de façon pragmatique la façon d'avancer sur le sujet, mais en prenant vraiment le numérique dans toute son amplitude. C'est-à-dire que ne pas se caler juste sur le discours du DSI ou du prestataire de service s'il n'y a pas de DSI qui ne voit que la partie réseau et bureautique, très schématiquement. On a plein d'autres choses. Moi, je me souviens d'un grand CHU qui s'est fait pirater dans le sud de la France, où le médecin disait « mais moi je m'en fous, à la limite, moi je tourne avec mes urgences avec 2 postes. Il me faut un poste pour vérifier si possible que le patient n'est pas déjà passé par chez nous, et est-ce qu'il y a un fond de dossier médical. Et le 2e poste, c'est pour une secrétaire, de façon à ce qu'elle puisse prendre à la volée les gens qui arrivent. Après, on fera du règlement asynchrone. » Il dit, en revanche, moi j'ai besoin de tous mes dispositifs biomédicaux. J'ai besoin de mes scanners, de mes IRM, de ma biochimie, laboratoire d'analyse, etc. Il dit, ça c'est un besoin impératif. Et si on pouvait me donner un accès au système du dossier patient, pourquoi pas ? Mais à ce moment-là, il faut me garantir l'intégrité du dossier. Et ces craintes, quand il les exprime, c'est là où on voit que de temps en temps, on se plante beaucoup sur le monde de la santé. Bon, eh bien, Michel, Philippe, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Alors, vous pouvez faire